Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir l'histoire du nu féminin dans l'art de la sculpture. Car oui, il n'existe pas seulement une histoire du nu féminin dans la peinture. La sculpture demeure aujourd'hui l'un des plus beaux témoignages de l'Antiquité et l'une des sources majeures de notre création occidentale. Les nombreux nus témoignent de l'importance de la représentation du corps humain durant l'Antiquité et des expériences mises en place par les artistes dans le but de définir un idéal. Les premières statues grecques, communément appelées kouros et chorés suivant leur sexe, dévoilent des hommes et femmes à la posture figée, parfaitement symétrique, un pied en avant et les bras le long du corps. Ces sculptures à l'identité inconnue furent longtemps assimilées à des offrandes ou des souvenirs funéraires exposés sur les tombes. Jusqu'à l'époque classique, c'est-à-dire moins 500 avant Jésus-Christ, les sculpteurs réalisent leur œuvre avec une certaine rigidité où chaque partie du corps est davantage traitée comme un motif et non comme un ensemble, ce qui finalement ne confère pas encore un mouvement ni une dynamique dans la pose. Parmi ces sculptures antiques, nous retrouvons le kouros, exclusivement masculine, ainsi que les porteurs de vœux ou les cavaliers, le plus connu étant le cavalier rapin de l'Acropole d'Athènes où un léger mouvement de la tête semble s'apercevoir. Dans une société où l'homme est une figure d'État, l'originalité de la représentation de la femme n'est visible qu'au travers des drapés de ses vêtements. Les femmes sont en effet reconnaissables par leur péplos ou chiton, robes, drapés plus ou moins volumineux, traités au début de la période avec une certaine simplicité. La poitrine pouvait être suggérée sous les vêtements mais non visible. La femme ne devait tout simplement pas être nue. La nudité ne pouvant s'exprimer qu'au travers des corps masculins, où les artistes affichaient dès le début de l'Antiquité un idéal à respecter. Cette nudité héroïque des statues de dieux, de guerriers, illustre l'admiration des artistes pour les proportions du corps humain. Il ne faut pas oublier que les athlètes durant l'Antiquité pouvaient s'entraîner nus, d'où cette proximité avec le corps humain. Les étoffes sont généralement répandues sur les jambes et les hanches. On parle alors de péplos, robe portée par les femmes, maintenue par des agrafes sur les épaules. Suivant les époques, les artistes diversifient les surfaces des drapés dans le but de dégager un peu plus les courbes du corps. Ainsi, les plis seront suggérés par des lignes gravées, parfois en mouvement, dites lignes sinueuses. Les tuniques des femmes étaient alors recouvertes d'un chiton, fait généralement de lin ou de laine légère. Il faudra attendre la fin de la période archaïque afin de voir une évolution esthétique au travers de la pratique des sculpteurs. Le corps sera davantage suggéré sous les drapés et les traits du visage évolueront. Les poses dans l'histoire de la sculpture vont donc évoluer dans les années 480 avant Jésus-Christ, où le célèbre éphèbe de Critios ne possède plus de rigidité, mais semble bien plus détendu. Désormais, le poids du corps ne repose plus que sur une jambe. On va donc parler de la fameuse figure du contrapposto, un mouvement sculptural mis en place par le célèbre sculpteur Polyclète du 5e siècle avant Jésus-Christ dans son traité Le Canon. Le but étant de créer un décalage entre les lignes des hanches de la figure avec la courbe de ses épaules. Ainsi, une jambe sera donc ramenée vers l'arrière, se soulevant légèrement. Avec Polyclète, la notion de mathématiques et de proportion rentre en jeu dans toutes les réalisations. À partir de ce moment, hommes ou femmes vont donc s'éloigner du schéma traditionnel du kouros et de la choré. Les mouvements vont donc évoluer et les figures féminines laissent paraître un grand changement. En effet, c'est en 350 avant Jésus-Christ que Praxitèle sera le premier à créer une sculpture féminine entièrement nue, dite l'Aphrodite de Cnide, déesse de la beauté. La nudité était alors dans ce cas précis justifiée et acceptée, une déesse pouvant être nue, particulièrement en l'honneur de la beauté. Notre célèbre Vénus de Milo, conservée au musée du Louvre datant des années 130 avant Jésus-Christ, correspondant à la période hellénistique, semble être réalisée à partir de ce mouvement en contrapposto. Son buste est dénudé, laissant apparaître sa poitrine, tandis que ses jambes et ses hanches sont recouvertes d'un himation.
La nudité n'est pas totale, certes, mais paraît tout de même avancée, libérant la poitrine des nombreux drapés préexistants durant les périodes antérieures. Malheureusement, le Moyen-Âge ne fut pas une grande période pour l'histoire du nu féminin dans la sculpture, privilégiant les gisants, ensemble de sculptures funéraires présentant les défunts étendus, ainsi que la statuaire religieuse. Il faudra attendre l'ère de la Renaissance où la redécouverte du monde antique entraîna un phénomène d'émulation pour la période, poussant les artistes à faire de ces réalisations un idéal encore inégalé. Les œuvres de Donatello, que Vasari considérait comme l'inventeur de la bonne manière moderne, vont faire évoluer le type de la ronde-bosse en sculpture, qui avait déjà été mis en place à la fin de l'Antiquité. Mais qu'est-ce qu'une ronde-bosse ? C'est un processus sculptural qui permet aux spectateurs de tourner autour de l'œuvre et d'en découvrir toutes ses faces. Et dans le cas des nus, de jeter un petit coup d'œil à une partie fort agréable du corps humain. Tout comme dans la peinture, il n'est pas conseillé de représenter une femme nue sans prétexte religieux ou mythologique, comme des nymphes ou des déesses par exemple. Seulement, la Renaissance symbolise également le temps de l'humanisme, la redécouverte du corps humain et de ses fonctions. L'individu, au cours de la Renaissance, sera défini comme un être qui se détermine librement. La figure humaine est alors considérée par les humanistes comme une des manifestations de la beauté divine, ce qui va donc permettre aux sculpteurs de laisser libre cours à leur imagination. L'une des plus belles sculptures féminines de la période est celle d'Antonio Rizzo, avec sa figure d'Ève conservée à Venise datant de 1485. Mais malgré quelques modèles et inspirations antiquisantes, la statuaire masculine symbolisant l'homme viril et la force n'a pu être détrônée par le nu féminin en sculpture. Seule la période maniériste évoquera la femme comme symbole politique utilisé par les commanditaires pour transmettre un message. Tel est le cas de la Florence triomphant Pise de Jean de Bologne du XVIe siècle. Pise est alors figurée sous les traits d'un homme, à terre, qui semble être vaincu par la ville de Florence, symbolisée par une femme, nue, musclée, en torsion, qui sans difficulté domine la ville de Pise. La nudité va ensuite parcourir quelques kilomètres et se rendre aux Pays-Bas. Une œuvre dénote, celle de Conrad Meidt, intitulée Judith. L'artiste exprime son art par des corps lisses, des lignes souples et un réalisme frappant, notamment dans la représentation des détails du corps humain, chose que nous pouvons très clairement voir ici. La France, elle, paraît avoir totalement adopté la nudité, particulièrement mythologique, avec l'artiste Ponce Jacquiot qui réalise la Diane d'Annette et une femme se tirant une épine du pied. Certes, nous sommes dans un contexte mythologique, cependant, les deux femmes sont entièrement nues. La sculpture de femmes, plus tardivement, s'affranchira de l'esthétique antique, comme l'Odalisque assise de Pradier datant de 1841, où la beauté et la simplicité féminine est prônée au détriment d'un idéal antiquisant. Au cours du XXe siècle, la mode est à la représentation du buste, soit figuré sans tête, soit sans membres, genre qui peut être considéré comme le paroxysme de cette histoire du nu féminin dans la sculpture. Plus de groupes mythologiques, ni d'attributs renvoyant à la fonction de la figure représentée, mais bien un buste à forte poitrine symbolisant uniquement un corps nu de femme. Comme nous l'avions vu dans la toute première vidéo de la chaîne consacrée au nu féminin dans la peinture, cet art nécessite une certaine intimité. Les femmes nues en peinture sont généralement destinées à trôner au-dessus d'un lit dans la chambre des époux afin d'inciter ces derniers à se reproduire, tout simplement, ou stimuler la femme avant que son cher époux ne rentre dans la pièce. En bref, ces femmes nues, hors contexte mythologique et religieux, devaient inciter les couples à passer de très bonnes nuits. Seulement, la sculpture se différencie très clairement de la peinture, tout d'abord par sa technique, sa matière et sa taille, qui très clairement ne peut pas avoir la même fonction qu'un tableau au-dessus d'un lit. Les caractéristiques de la sculpture permettent avant tout à l'artiste de créer une réelle figure en mouvement, évoluant dans un espace distinct. La sculpture féminine évoque aussi la sensualité, qui peut être symbolisée par les drapés figurés sur le corps, souvent nommés drapés mouillés, qui, je vous laisse deviner, devaient laisser apparaître toutes les formes du corps. Par ses effets de matière, la sculpture détrône donc la peinture pour l'histoire du nu féminin. La sculpture, tout contexte confondu, offre alors au spectateur un réel corps, parfois grandeur nature, devant prôner un idéal et mettre en avant la pureté de la femme.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter et surtout me suivre sur les réseaux sociaux.